comment nourrir l'ensemble de la population européenne. Certains disent grâce à la chimie. Pourtant, les répercussions de l'utilisation de produits chimiques sur notre environnement et nos ressources sont de plus en plus évidentes. Les sols s'appauvrissent, deviennent moins fertiles. L'eau potable est polluée par le nitrate et de plus en plus d'espèces sont menacées. Les scientifiques craignent des conséquences irréversibles. À ce rythme, le prix des aliments aura explosé d'ici 5 à 10 ans. La planète court à sa perte. Nous devons radicalement changer nos modes de production, de consommation et de vie. Pour amorcer un nouveau départ, l'agriculture doit repenser ses pratiques. Nous avons accompagné pendant 1 an des scientifiques, des politiques et des agriculteurs qui nous ont montré qu'un tel changement était possible. Certains agriculteurs conventionnels viennent faire leurs courses chez nous parce qu'ils ne veulent pas consommer leur propre production. Donc si on est encore là, c'est qu'on a réussi à vivre et à survivre. De plus en plus de gens revendiquent un changement de cap politique. L'environnement est en grand danger à cause de la politique agricole commune. Nous perdons chaque année des centaines de milliers d'agriculteurs. Alors faites-nous une nouvelle proposition et tirons enfin les leçons de l'échec de cette politique. Pour relever les défis d'une autre agriculture, scientifiques, politiciens et agriculteurs doivent travailler main dans la main. Le chemin le plus sûr vers une nouvelle agriculture est celui du bio. Après des années de production conventionnelle, c'est la voie qu'a décidé d'emprunter Sven Wilhelm. À partir de maintenant, fini les produits chimiques, priorité au bien de l'environnement et de ses concitoyens. Nous accompagnerons Sven au cours de sa reconversion pour comprendre le rôle que le bio peut jouer pour changer l'agriculture. C'est ici, à Oberkirch, au cœur de la forêt noire, que Sven cultive ses fruits et légumes. Son exploitation de 10 hectares appartient à sa famille depuis des générations. À présent, il veut écrire un nouveau chapitre de cette histoire familiale. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Sven, sa femme Alex et leurs enfants Willy et Ronia réceptionnent leur nouveau plan. Ils sont beaux Oui, ils ont l'air résistants. et bien enracinés. Des kiwis de Sibérie prêts à être plantés. Sven Wilhelm veut pratiquer une agriculture qui préserve l'environnement. On ne veut pas tout détruire. On veut vivre en harmonie avec la nature. On ne veut pas faire partie de ceux qui la dévastent sans rien laisser aux générations futures. Willy, qu'est-ce que tu fais? Ils ont besoin d'eau. Ok, arrosez. L'un des objectifs d'une exploitation biologique est d'économiser les ressources pour les transmettre aux générations suivantes. Deux d'un coup, bravo. Montre-moi ça. La production bio est à la fois tournée vers la nature et vers le consommateur. Cela demande beaucoup de travail. Pendant les récoltes, Sven emploie une quarantaine de saisonniers. C'est aussi bénéfique pour mes employés. Ils ne se retrouvent pas au milieu de plantes aspergées de produits chimiques. Ils n'ont pas d'allergie à cause des fraises. Chaque employé est rémunéré au-dessus du salaire minimum. L'agriculture biologique est censée être juste et équitable pour tous. Un concept qui a su convaincre Sven. Nous mettons toute notre âme dans ce projet. Il y a un peu de nous partout dans ces champs. Nous avons décidé de créer une exploitation bio et nous avons tout misé là-dessus. Exercer une activité en accord avec ses convictions est une chose, mais encore faut-il pouvoir en vivre. De retour du marché de gros, Sven a de mauvaises nouvelles. Alors que les coûts de production augmentent sans arrêt, il est contraint de vendre ses produits moins chers que prévu. En 3 jours,
Le prix des fraises a perdu 200%. Ça veut dire qu'on est passé de 3 euros le kilo à peu près 1 euro le kilo en prix de revient. Les fraises de Sven doivent rivaliser avec des produits conventionnels bon marché venus d'Espagne ou même d'Allemagne. L'agriculteur devra attendre 2 ans après le début de sa transition pour pouvoir s'aligner sur les tarifs du bio. Les produits qui ne sont pas vendus sous label bio sont bradés au prix des marchandises conventionnelles. On est à environ 80% de pertes sur nos recettes. On touche 20% de ce qui nous revient. Ça fait une perte énorme. Cette année, on a déjà embauché 40 saisonniers. La plupart d'entre eux gagnent plus qu'Alex et moi. Pour 1 kilo de fraises vendues, Sven touche moins de 2 euros. Cette phase est souvent très difficile pour les agriculteurs qui souhaitent passer au bio. C'est une des raisons qui empêche la plupart d'entre eux de franchir le pas. Pour Sven, c'est toute son existence qui est en jeu. J'en ai les larmes aux yeux. Qu'est-ce qu'on ressent? La peur du lendemain, de la colère contre les distributeurs qui nous obligent sans cesse à tirer les prix vers le bas. Les agriculteurs conventionnels n'échappent pas à la pression tarifaire. Pour eux aussi, les prix de vente sont souvent inférieurs aux coûts de production. Mais pour les exploitants bio qui ont du mal à vendre leurs produits à des prix équitables, c'est encore plus difficile. Nous saurons bientôt si Sven obtiendra la labellisation bio. Pourtant, tout cela ne dépend pas que de lui. Pour transformer un système agricole, le changement doit venir des producteurs, mais aussi des consommateurs. La plupart sont prêts à adopter un mode de vie plus écologique, mais ils ne veulent pas pour autant dépenser plus d'argent. Tobias Bandel est ingénieur agronome. Dans le cadre d'une étude, il a cherché à déterminer l'impact des différentes pratiques agricoles sur le prix des produits. D'après ses conclusions, les conséquences pourraient être lourdes pour les consommateurs. Ce système ne fonctionne plus. Les agriculteurs sont dans l'impasse. Ils doivent utiliser de plus en plus d'engrais pour maintenir leur rendement. À long terme, les coûts de production et par conséquent le prix des aliments vont exploser. On ne peut pas imposer ça aux consommateurs. Pour le moment, l'utilisation de produits chimiques permet aux agriculteurs de pratiquer des tarifs plus bas que jamais. Mais ces méthodes ont des répercussions désastreuses sur notre environnement. Les produits conventionnels nous paraissent peu chers parce qu'une partie des coûts est occultée. Prenons l'eau par exemple. Nos eaux sont polluées par les produits chimiques. On a pu calculer que l'intégration du coût de traitement de l'eau doublerait à lui seul le prix des aliments. Prenons maintenant l'exemple de ces barquettes de fraises. Les fraises bio coûtent 5,50 € et les fraises conventionnelles environ 3 €. Ces dernières ont été cultivées à l'aide de produits de synthèse pour baisser les coûts de production. Mais à l'échelle européenne, les dégâts environnementaux causés par les engrais chimiques sont estimés à environ 320 milliards d'euros. Des scientifiques de l'université d'Augsbourg ont démontré que les produits conventionnels coûteraient plus cher si leur prix incluait leur coût environnemental. Selon cette hypothèse, les légumes seraient 6% plus chers. Le prix du lait augmenterait d'environ 30% et celui de la viande de 43%. Les prix des produits conventionnels seraient alors équivalents à ceux des produits bio.
La situation est difficile pour les agriculteurs. Ils doivent fournir des clients qui ne veulent pas dépenser plus. Alors ils se disent qu'il vaut mieux produire pour s'assurer au moins des revenus à court terme, et que pour l'avenir, ils verront bien. Une des pistes pour sortir de cette impasse serait d'augmenter le prix des produits conventionnels. Les exploitants pourraient ainsi travailler de manière plus écologique et contribuer à la transition agricole. Pour mieux comprendre comment on en est arrivé à cette situation, nous allons rencontrer Félix zu Loewenstein, agriculteur et ingénieur agronome. Sur son exploitation familiale datant de plusieurs générations, il nous explique comment l'agriculture a évolué au fil du temps. Avec l'augmentation de la valeur du travail, l'agriculture s'est rationalisée. De plus en plus d'agriculteurs ont renoncé. Les exploitations sont devenues de plus en plus grandes et la production s'est organisée selon des critères industriels. Autrement dit, les cultures se sont de plus en plus spécialisées grâce aux nouveaux moyens techniques, comme les engrais azotés ou encore des machines de plus en plus grosses. Après la Seconde Guerre mondiale, la chimie et la mécanisation semblent être les seuls remparts contre la faim. La grosse exploitation industrialisée devient un modèle. L'objectif est d'augmenter les rendements et d'exporter à bas coût les excédents de production. Aujourd'hui, pourtant, le revers de la médaille de ce système se fait de plus en plus sentir. Le système de l'agriculture industrielle n'est pas stable. À partir du moment où il ne pourra plus s'appuyer sur les produits chimiques, nocifs pour l'environnement, ça ne marchera plus. Certes, la chimie permet à court terme de booster la productivité. Mais pour Félix zu Loewenstein, notre avenir réside dans une agriculture sans produits de synthèse. Pour nous faire une idée de ce genre de pratique agricole alternative, nous nous rendons en Normandie. Dans le petit village du Bec-et-Loing, une ferme d'un genre nouveau a créé la surprise chez les scientifiques et les agriculteurs. Perrine Hervé-Gruyer et son mari Charles ont démarré leur exploitation il y a 12 ans en appliquant les principes de la permaculture. Ni Charles, mon mari, ni moi n'avions d'expérience. Et ça, c'était complètement fou. C'était même inconscient que de se lancer dans cette aventure sans avoir de formation, sans avoir d'expérience. C'était vraiment, on se rend compte aujourd'hui que c'était complètement idiot. Le projet a pourtant porté ses fruits. Perrine et Charles ont augmenté la fertilité et la biodiversité de leur sol tout en générant des bénéfices. Soit exactement l'objectif de la transition agricole. Comment ont-ils réussi ce pari fou? Donc c'est vraiment imiter les écosystèmes à l'état naturel, mais on ne parle pas forcément de la nature. Et donc cette permaculture, elle a 3 objectifs, donc faire en sorte que le système soit économiquement viable, environnementalement durable et socialement équitable, en tout cas que l'être humain y trouve sa place. Sous ces airs de petits potagers, cette ferme de permaculture a étonné les scientifiques du monde entier. Car en plus d'avoir renoncé aux engrais chimiques, ces exploitants n'utilisent aucune machine. Le travail à la main permet un traitement beaucoup plus intensif qu'avec des moyens industriels. L'idée est d'ameublir la terre sans jamais la labourer, pour ne pas perturber les micro-organismes présents dans le sol. Ici, différentes espèces de plantes poussent les unes à côté des autres et se protègent mutuellement des attaques de nuisibles. C'est pas ça. Alors sur cette planche par exemple, on a associé au fur et à mesure de la saison différentes cultures. On a implanté au printemps des salades, du céleri branche et du céleri rave, et au milieu on a une treille avec des haricots qui grimpent dessus. Donc les légumes sont à touche-touche, ça paraît absolument délirant pour des jardiniers ou des maraîchers habituels qui vont espacer beaucoup plus leur culture, mais le fait est que ça marche. Perrine et Charles cultivent une centaine d'espèces sur une surface équivalente à un terrain de football. Ce sont toujours un petit peu les mêmes éléments qui sont déterminants. C'est quels sont les besoins de la plante en soleil, et puis en nourriture et en eau. C'est ces 3 piliers qui vont décider de où
on met quoi. Et aussi, peut-être en quatrième, il faudrait rajouter qui est juste à côté. Ce jardin à l'aspect sauvage est le fruit d'un système bien pensé. La permaculture repose sur le respect des cycles naturels et l'utilisation comme engrais de matières organiques. Ici, Perrine répand des tiges de haricots séchés sur ses plates-bandes. Cette manière de pratiquer l'agriculture rappelle l'ère pré-industrielle. Mais peut-on, à notre époque, vivre d'une activité qui exige autant de travail manuel? L'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, s'est penché sur cette question dans le cadre d'une étude dirigée par François Léger. Contrairement à ce qu'on a dit pendant un siècle, on peut produire de façon efficace, en quantité, dans des systèmes qui ne sont pas industrialisés. En cultivant en permaculture une surface pas plus grande que 4 terrains de tennis, une personne peut générer un revenu annuel décent. Cela grâce à la forte proximité des plantes et à la fréquence élevée des récoltes. De plus, pas besoin d'investir dans des machines, des engrais chimiques ou des pesticides. Même les grosses exploitations pourraient s'inspirer de ce modèle. Simplement, si vous êtes malin, si vous avez su composer avec l'ensemble des facteurs écologiques du milieu, vous allez peut-être produire la même chose, ou un petit peu moins peut-être que ce qui se produisait avant, mais avec des coûts de production beaucoup plus faibles et une plus grande résilience. En économisant sur les dépenses d'équipement agricole, Perrine et Charles peuvent employer 6 salariés. Grâce à leur travail, ils fournissent des fruits et légumes frais à plusieurs centaines de personnes dans la région. Pour les spécialistes, la permaculture aurait donc un vrai rôle à jouer dans la transition agricole, surtout si l'on parvenait à appliquer ces principes à grande échelle. Cette pratique serait même indispensable pour nourrir de manière écologique une population mondiale en pleine expansion. L'exploitation de Sven Wilhelm est 10 fois plus grande que celle de Perrine et Charles. Conformément aux critères de la certification bio Déméter, l'agriculteur a remplacé la chimie par le travail à la main. Reste encore à trouver la clientèle. Ici la ferme Déméter Wilhelm. Je vous appelle à propos des légumes. Ok. À bientôt. Au revoir. Il a commandé 12 salades vertes. Pour 2 jours. 12 malheureuses salades. Une commande bien insuffisante pour vivre. Mais Sven refuse de baisser les bras. Il faut retourner au champ. Un parasite a envahi les légumes. Il faut l'éliminer sans recourir aux pesticides. Markus Hilgensloh est consultant en horticulture. Il est venu conseiller Sven et vérifie l'aération de ses serres, un élément déterminant dans la protection contre les nuisibles. Comment as-tu aéré? En fonction des intempéries, mais beaucoup. Tu as refermé à 6 degrés? Oui, La nuit aussi? aussi. Et tu as ouvert à 28? Oui. Dès que je savais qu'il allait faire beau, je relevais les bâches. Le froid empêche les plantes de pousser, tandis que la chaleur favorise l'apparition des parasites. En agriculture biologique, il faut anticiper tous les risques. Je suis très impliqué dans le projet de Sven. Je viens très régulièrement pour l'accompagner à chaque étape. Alors forcément, je suis un peu nerveux. S'il y a un problème, je me sentirai aussi un peu responsable. Il est temps pour l'expert d'examiner les plantes de Sven. Sur les exploitations bio, les nuisibles sont capables de détruire des récoltes entières. Les agriculteurs risquent gros. Regarde, Vili. Tu vois les petites taches qui bougent? Ce sont des trips. C'est quoi des trips? Ce sont des petites bêtes qui mangent le concombre et qui l'empêchent de grandir. Normalement, un concombre, c'est grand comme ça. Mais là, il va être tout tordu. Tu préfères les concombres tout droits ou tout tordus? Tout droit. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut combattre les trips.